Bonjour, et voilà une nouvelle petite vidéo récap. Alors, qu'est-ce que c'est que les vidéos récap? Eh bien, c'est tout simple, je parle de l'actualité qui m'a marqué ce mois-ci. Je mets en avant mes goûts et ce que j'ai vu, donc forcément il y a des impasses, qu'elles soient volontaires ou non. Par exemple, je ne parlerai pas des projets spin-off de l'univers de Game of Thrones qui se développent autour d'Arya Stark et de Jon Snow. Parce que bon, j'y crois pas vraiment à ces projets, et puis en plus j'ai arrêté de regarder Game of Thrones à la saison 2. Donc je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Par contre, j'aimerais bien vous parler du développement de la chaîne. Parce que déjà, ce mois-ci, on a dépassé le cap des 300 abonnés. On est plus nombreux qu'une célèbre armée de Spartiates, et ça, c'est cool. Merci à vous tous de me suivre à travers des analyses qui sont peut-être parfois pas trop faciles à suivre quand même. En parallèle de tout ça, eh bien, mon nombre de vues éclate aussi, notamment mon analyse de La Maman et la Putain qui continue de profiter de la ressortie du film en salle. Mon dernier récap qui fonctionne plutôt bien, preuve que ce format vous plaît, et ça, c'est plutôt cool également. Et plus surprenant, mon analyse sur l'antre de la folie est apparemment plutôt bien recommandée par YouTube. Pourquoi? Je n'en sais strictement rien. En tout cas, je compte sur vous pour faire grandir cette chaîne, et après le film 300 de Zack Snyder, j'espère pouvoir comparer au plus vite cette chaîne aux 400 coups de Truffaut. Et puisqu'on parle de François Truffaut, il est donc assez évident d'enchaîner avec mon avis sur Jurassic World 3, aussi appelé Jurassic World Dominion, ou en français Jurassic World Le Monde d'après. Vous ne voyez pas le rapport avec Truffaut ? Bah globalement il n'y en a pas, si ce n'est éventuellement que Truffaut a été acteur pour Spielberg, mais bon, c'est ce que l'on appelle une transition tirée par les cheveux. En tout cas, à propos de ce Jurassic World, je peux vous dire une chose que vous n'avez sans doute pas beaucoup entendue dans le YouTube game du cinéma, j'ai adoré Jurassic World 3. Et ouais, et j'assume en plus. Soyons clairs, je n'avais aucune attente vis-à-vis de ce film. Bon, comme tous les gens de ma génération, le premier Jurassic Park est l'un de mes films préférés, mais ça s'arrête globalement ici. Jurassic Park 2 et 3, avec du recul et de l'honnêteté, n'avaient vraiment rien de transcendant. Quant à Jurassic World, le premier était correct et avait déjà des éléments qui orientaient la série vers un côté que l'on pourrait qualifier de nanardesque. Tout le monde se souvient de l'héroïne qui court plus vite que les dinos, et ce, en portant des talons aiguilles. Il y a même des raptors qui explosent à grands coups de bazooka, et on essayait aussi de coller des émotions humaines sur les dinosaures. Et tout ça, même si ça peut paraître ridicule, eh bien moi, j'ai trouvé ça particulièrement fun. Jurassic World 2, par contre, c'était vraiment une plaie. C'est un peu ce film qui veut être sérieux mais qui est peuplé de personnages tous plus débiles les uns que les autres, qui dure une plombe et qui est vraiment un film bordélique et interminable. Mais Jurassic World, troisième du nom, a le mérite de renouer avec tout ce que j'ai aimé dans le premier opus, et ce même si l'héroïne a cessé de courir en talons. En fait, Jurassic World 3, c'est un peu l'équivalent de cet instant où la saga Fast and Furious a décidé que se prendre au sérieux, ça ne servait à rien, et que c'est quand même beaucoup plus fun de faire la course avec des sous-marins ou même d'aller dans l'espace. Ainsi, Jurassic World 3 réussit parfaitement la fusion entre le blockbuster et le nanar. Parce que, je suis désolé pour tous ceux qui pensent que cette saga est quelque chose de sérieux, tout ça parce que le premier Jurassic Park a été votre doudou quand vous étiez gamin, mais là, il va falloir tourner la page. Parce que ici, dès le début du film, on nous crie à la gueule que ce que l'on va voir est du grand n'importe quoi. Ça débute plutôt bien d'ailleurs avec des flash infos qui nous expliquent la situation dans laquelle la planète se trouve, à savoir que l'humanité doit désormais cohabiter avec les dinosaures. Un postulat qui pourrait paraître ridicule au premier abord, mais qui pourtant s'avère plutôt bien mené. Là où le film veut nous dire qu'il vise plutôt la bonne rigolade qu'un discours sérieux et engagé sur la place que l'on occupe sur la planète Terre, c'est lors de la première apparition de Chris Pratt, où il va, comme un cow-boy moderne, chasser au lasso un dinosaure qui doit bien peser plus de 2 tonnes. Et ce avec une simple corde, sinon ce serait beaucoup trop facile. C'est aussi con que The Rock qui maintient un hélicoptère à main nue dans Fast and Furious Hobbs & Shaw, et pour être honnête, c'est tout ce que j'aime dans les blockbusters actuels. Parce que ouais, à la base, si on va voir ce genre de film, c'est pour se divertir, non? Et en ça, Jurassic World, il fonctionne super bien. Le film dure 2 heures, mais il va tellement vite que l'on ne voit pas trop le temps passer.
Bon, par contre, comme j'étais le seul à me marrer devant l'absurdité de certaines scènes, je crois que les autres gens sont venus voir ce film avec d'autres attentes. Heureusement, les autres gens, je m'en bats les couilles, et j'ai bien kiffé les scènes vraiment nanardesques avec l'adolescente clonée en pleine crise, les effets de style loupés, Dodgson en méchant ni effrayant, ni imposant, ni rien du tout d'ailleurs, les références flagrantes mais qui font quand même plaisir à Jurassic Park, Chris Pratt qui perd son temps à faire des checks ou à être au téléphone alors qu'à moins d'1 mètre de lui, il y a un dinosaure qui a bien envie de le bouffer, la pilote dont on s'en fout totalement de ses motivations à aider le groupe, mais qui s'impose en femme badass à la Fast and Furious, la trafiquante en chef des dinosaures qui a certes un super style, mais qui ne sert par contre strictement à rien, et surtout cette bataille aussi imprévue que comique entre le grand méchant dinosaure de cet épisode qui va affronter le T-Rex qui va de son côté se mettre en tag team avec ce dinosaure chelou aux longues griffes. Ah oui, et on a aussi le droit à une scène d'action digne de Fast and Furious, on y revient, avec une course-poursuite entre des raptors et des motos. Et en plus de ces scènes qui sont particulièrement comiques avec le recul nécessaire, on a le droit à quelques beaux plans. Et pour ça, j'ai une mention spéciale à la scène où Bryce Dallas Howard avance lentement dans l'eau pour échapper au dinosaure qui est derrière elle. Le plan est beau, la tension est là, bref, c'était bien cool. Voilà, c'est donc un film qu'il ne faut pas prendre au sérieux, au risque effectivement d'être déçu. Mais comment prendre au sérieux un film qui nous propose un monde où les dinosaures et l'homme cohabitent? Ça, c'est une autre question, et je vous invite par ailleurs à y répondre dans la section commentaires. Et on va enchaîner avec quelques news, avec pour commencer le tournage du prochain Mad Max qui a débuté. C'est l'acteur Chris Hemsworth qui a annoncé au début du mois sur Twitter le début du tournage de Furiosa. Le film est attendu en salle pour le mois de mai 2024, et pour rappel, il s'agira d'un préquel centré sur la jeunesse du personnage de Furiosa, interprété par Charlize Theron dans Mad Max Fury Road. Ce sera cette fois Anya Taylor-Joy qui incarnera ce personnage. Chris Hemsworth, l'interprète de Thor dans le MCU, va quant à lui jouer le méchant du film. Et selon George Miller, le réalisateur du film, il se pourrait que ce film soit le premier épisode d'une saga qui s'annonce déjà épique. On espère quand même qu'il va pas dévaster tout le désert australien cette fois, parce que l'écologie, c'est sympa quand même. Mais avant Furiosa, on pourra retrouver George Miller dans nos salles le 24 août, avec 3000 ans à t'attendre. Un film qui a été présenté hors compétition au Festival de Cannes, qui réunit Idris Elba et Tilda Swinton, et qui a l'air particulièrement intriguant. Et puisqu'on parle de tournage, eh bien le tournage de Napoléon, le prochain film de Ridley Scott, serait quant à lui terminé, et sortira l'année prochaine sur Apple TV+. Le film réunit Joaquin Phoenix qui va interpréter Napoléon, Vanessa Kirby qui va jouer Joséphine et Tahar Rahim, notre super Frenchie, qui va jouer Paul Barras, un général proche de Napoléon. Le film va apparemment se concentrer sur la jeunesse de l'empereur, sa montée en puissance et sa relation avec Joséphine. Et comme je ne suis pas particulièrement fan de biopic et que The Last Duel m'avait cassé les couilles, je n'ai que très peu d'attentes vis-à-vis de ce film qui, à mon humble avis, risque d'être trop classique pour être percutant. Mais bon, j'espère quand même me tromper. Et apparemment, Ridley Scott aurait quant à lui lancé l'écriture de son prochain film, et il ne s'agira ni plus ni moins que de la suite du cultissime Gladiator, et dont l'histoire devrait être centrée sur le fils de Maximus. En attendant, il faut savoir que l'Institut Lumière à Lyon fait une rétrospective Ridley Scott qui a débuté le 1er juin et finira le 17 juillet. C'est donc l'occasion de voir ou revoir sur grand écran des films cultes comme Alien, Blade Runner, Thelma et Louise, Les Associés ou encore Seul sur Mars. Quant à Joaquin Phoenix, eh bien on le retrouvera très probablement dans le rôle du Joker, puisque Todd Phillips a officialisé la suite de son film sorti en 2019 et nous offre même le titre de cette suite, à savoir Joker, Folie à 2. Une annonce qui n'est pas vraiment surprenante au vu du succès du premier film. Je n'avais d'ailleurs pas particulièrement aimé le Joker, qui avait à mon goût beaucoup trop de longueur, mais je suis tout de même curieux de voir ce que cette suite va donner.
D'autant plus qu'il y a de très grandes chances que le personnage d'Harley Quinn apparaisse dans le film. Et apparemment ce serait à Lady Gaga que l'on confiera ce rôle qui est quand même sur mesure pour elle, faut pas se leurrer. Fait plus surprenant par contre, il se pourrait que cette suite soit en fait une comédie musicale. De quoi faire peur pour certains, mais moi en tout cas ça m'intrigue davantage et ça promet un épisode original qui ne sera probablement pas une suite traditionnelle comme on a l'habitude de voir. Et puisqu'on parle de suite, vous vous souvenez de Volte-Face, ce classique de John Woo avec John Travolta et Nicolas Cage. Eh bien il semblerait que le réalisateur Adam Wingard a confirmé qu'il va réaliser la suite. Le nom du réalisateur fait tout de même peur, vu que le mec a fait des films que j'ai trouvé vraiment pas top, comme l'adaptation en film totalement navrante de Death Note, ou encore le pénible Godzilla vs Kong. Mais bon, même si rien n'est encore confirmé de ce côté, Nicolas Cage a de grandes chances de reprendre son rôle. Et quand on voit la renaissance du mec avec Pig et un talent en or massif, eh bah ça donne envie d'espérer un bon film. Voilà, sinon je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le mois dernier, je vous avais annoncé que Justin Lin, le réalisateur des Fast and Furious, avait quitté le tournage suite apparemment à quelques divergences artistiques. Alors déjà, on sait que c'est Louis Leterrier qui le remplace au pied levé, mais on sait désormais que Justin Lin va réaliser un autre film. Et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agira d'une adaptation du manga One Punch Man. Ça fait un peu peur parce qu'on connaît le potentiel des Américains pour ruiner les adaptations d'animés en film. On parlait d'ailleurs de Death Note tout à l'heure, mais on peut aussi évoquer la série Cowboy Bebop, ou pire encore, Dragon Ball Evolution. Mais je serais quand même curieux de voir le résultat. Et comme chaque mois, eh bien, des gens meurent, et le mois de juin n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, José Lucioni s'est éteint à l'âge de 72 ans. Il était principalement connu pour être la voix d'Al Pacino depuis 1995, l'ayant doublé dans Heat, Insomnia ou dernièrement House of Gucci. Ce fut une voix également régulière dans les jeux vidéo que l'on a pu entendre dans les Gears of War, Uncharted, Watch Dogs ou encore Overwatch. Bref, c'était un acteur de doublage très prolifique que l'on a tous entendu au moins une fois dans sa vie. Et pour les plus jeunes, eh bien, il a fait des interludes sur les albums Julius de SCH. On se consolera en revoyant L'Associé du Diable où Al Pacino en fait vraiment des tonnes et c'est ça qui est bon. Julie Cruz nous a également quittés. Alors, ce nom ne doit rien vous dire puisqu'elle a eu une carrière sporadique et n'a aucun lien de parenté avec Tom Cruise, mais sachez qu'elle est connue pour être une des muses de David Lynch et surtout de son compositeur Angelo Badalamenti, au point que sa chanson Falling est devenue le thème principal de la série Twin Peaks. Elle avait un style et une voix particulière qui lui a valu d'être une des plus importantes références du mouvement musical de Dream Pop, incarné entre autres par des groupes comme Cigarettes After Sex ou encore Beach House. On se consolera en revoyant Jusqu'au bout du monde de Wim Wenders, où elle interprète une reprise de Summer Kisses, Winter Tears de Elvis Presley. En parlant d'Elvis, je n'ai d'ailleurs pas vu le biopic réalisé par Baz Luhrmann et qui est sorti ce 22 juin. Comme je l'ai dit, je ne suis pas particulièrement fan de biopic, mais aimant le cinéma de Baz Luhrmann, je suis assez intrigué par le projet. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et pour terminer cette petite rubrique nécrologique, comment ne pas parler de Jean-Louis Trintignant, qui est décédé à l'âge honorable de 91 ans. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de vous rappeler que cet acteur est un peu un trésor national? Il a été propulsé pour son rôle dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, où il fait face à Brigitte Bardot. Puis il y a eu Un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'Or au Festival de Cannes de 1966, où il est aux côtés d'Anouk Aimée. On se souviendra de lui dans Le Fanfaron de Dino Risi, Les Biches de Chabrol et bien sûr Amour de Haneke. Une filmographie de fou avec quand même plus de 60 ans de carrière. Merci pour tout et repose en paix. On se consolera en revoyant Manu chez Maud de Eric Rohmer pour la simple et bonne raison que c'est un de mes films préférés. Et place à un film assez attendu et une grosse sortie de cette semaine, Decision to Live du sud-coréen Park Chan-wook, le mec à qui l'on doit Old Boy ou encore plus récemment Mademoiselle. Ça faisait 6 ans qu'il n'avait pas sorti de film, j'étais pas plus inquiet que ça, et à raison puisque le type s'est pointé à Cannes pour présenter son dernier film en compétition. Il ne raflera pas la Palme d'Or, mais se retrouvera néanmoins auréolé du prix de la mise en
en scène. Et s'il y a quelque chose de positif à dire sur ce film, c'est que oui, la mise en scène claque vraiment. On a vraiment, quasiment à chaque instant, des plans foutrement bien pensés. Le réalisateur s'éclate à fragmenter ses images à travers les reflets ou encore les écrans. Grâce à toute sa technique, il arrive à faire vivre le champ et le contre-champ en un seul et unique plan via son travail sur les reflets, qui nous donne l'impression d'ailleurs d'être face à un split screen tellement c'est géré au millimètre près. Il y a des mouvements de caméra assez fous aussi, je pense notamment aux scènes à la montagne ou encore la scène finale à la plage, où le réalisateur s'adapte avec les lieux pour vraiment se les approprier. Bref, le gars sait se servir d'une caméra et ça fait plaisir à voir. Sans omettre bien évidemment des transitions entre les plans assez percutantes qui arrivent presque à elles seules à changer la tonalité de chaque scène. On sait que Park Chan-wook est un fan de Hitchcock et ça se ressent dans cette volonté d'utiliser une mise en scène maîtrisée et innovante, mais aussi dans cette envie de nous paumer volontairement dans son œuvre comme Hitchcock pouvait le faire avec Vertigo. Mais bon, c'est bien cool d'avoir une super mise en scène, ça ne suffit malheureusement pas pour faire un bon film. Parce que de mon point de vue, Decision to Live, derrière une forme belle et bien huilée, eh bien ça manque cruellement de fond. Le visuel étouffe tout le film, si bien qu'à aucun moment on ne ressent ce qui doit être essentiel à tout film, à savoir de l'émotion ou du moins une certaine sensibilité. Et ce manque de sensibilité vient d'une intrigue que j'ai trouvée d'une part assez vide et d'autre part peu convaincante. Decision to Live rentre donc en tout point dans cette catégorie que l'on nomme « c'est beau, mais c'est chiant ». Déjà, il faut savoir qu'on peut vraiment séparer le film en deux parties. Une première qui se déroule à Busan, ville que l'on connaît presque tous désormais grâce à son réseau ferroviaire, et une seconde partie qui se déroule à Ipoh, un village portuaire assez brumeux. Et la première partie est plutôt correcte. Les effets de style proposés par le réalisateur font de l'effet. On n'est pas encore étouffé par cette mise en scène qui est au final comme un gros gâteau à la crème, savoureux au début, mais bien vite écœurant. L'amorce de la romance entre le flic et sa suspecte est relativement bien emmenée. J'ai beaucoup apprécié la scène d'interrogatoire qui au final va se transformer en premier date et finir autour d'un bon plat de sushi. Mais le problème c'est que la situation est tellement absurde qu'elle n'en devient plus du tout crédible. Surtout qu'à mes yeux il n'y avait aucun suspense quant à la culpabilité de la femme. Le flic quant à lui donne l'impression de se faire mener en bateau alors qu'il est vendu comme étant efficace, promu capitaine assez rapidement et sachant se montrer badass quand il le faut, comme nous le montre d'ailleurs une super scène où un criminel l'agresse au couteau. Elle, de son côté, on ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle est, elle aussi, sous le charme de ce policier qui l'espionne quasiment toutes les nuits, ou bien s'agit-il d'une tueuse manipulant son monde pour ne pas être condamnée ? On en saura un peu plus dans la seconde partie, et cette seconde partie, bien qu'essentielle pour équilibrer le récit, se révèle être le gros point noir du film. Cette seconde partie, c'est la bouchée de gâteau en trop. Cette seconde partie, c'est un condensé d'ennui camouflé par une mise en scène au bord de l'overdose. 2h18, c'est beaucoup trop pour ce film qui s'étire et s'étire inutilement. Ça parle beaucoup trop et surtout sans émotion et crédibilité, si bien qu'au bout d'un moment, on n'écoute plus trop ce que les protagonistes se disent. Il y a quand même un moment de suspense qui m'a fait reprendre le fil, lorsque sur la montagne enneigée, on se demande si elle va tuer ou non le flic. Mais à part ça, c'était très dur de rester alerte sur cette dernière partie. Je retiendrai tout de même la scène finale qui est merveilleuse, à la fois sombre et poétique. Mais le problème, c'est que là encore, la mise en scène prime et les émotions peinent à prendre le relais. Et c'est dommage pour un film qui est tout de même vendu comme une romance impossible. Bref, je vais m'arrêter là pour cette critique et également pour ce récap de ce mois de juin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et bien entendu, lâcher un petit commentaire sur l'actualité qui vous a marqué ce mois-ci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour débriefer le mois de juillet, un mois où l'on fête le cinéma, ce qui permet de voir entre le 3 et le 6 juillet des films pour la modique somme de 4 €. Ce sera peut-être l'occasion idéale de voir Elvis d'ailleurs. Juillet, ce sera aussi la sortie du dernier Thor, Love and Thunder, qui est prévu pour le 13 juillet, ou encore le dernier Ozon qui sortira le 6 juillet et s'attaque à un hommage à Fassbinder. C'est un mois qui a l'air un peu plus calme que les précédents, mais c'est normal, c'est les vacances. Sur ce, je vous laisse et surtout, je vous fais des bisous.